السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عيد مبارك سعيد للجميع وكل عام وأنتم بألف خير. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette continuité du cours de l'épidémiologie. On a vu dans une première partie les généralités et l'introduction de l'épidémiologie avec des définitions et l'historique de l'épidémiologie. Dans une deuxième partie, on a vu les différents domaines et les différentes études épidémiologiques. Et dans cette troisième partie, on va voir la mesure de l'état de santé, c'est-à-dire les indicateurs de santé et les indicateurs épidémiologiques. Donc, comme introduction, les indicateurs de santé sont des outils de mesure de l'état de santé d'une population. Donc, les indicateurs nous aident à mesurer l'état de santé de la population. Elles permettent de quantifier, chiffrer et rendre comparables des informations. Définition d'un indicateur de santé. Donc, un indicateur de santé, c'est une variable que l'on mesure et qui permet de décrire l'état de santé des individus dans une population. C'est un indicateur de santé, il caractérise des groupes de personnes d'une population, certains événements de leur santé et de leur vie. Il s'agit de mesures quantitatives ou non d'une dimension particulière de l'état de santé. Donc, quel est l'intérêt des indicateurs de santé? Premièrement, un intérêt, connaître l'état de santé de la population, estimer l'importance d'un phénomène de santé, ce qui nous permet à identifier les problèmes prioritaires et estimer l'impact d'un problème de santé. Tout ça pour pouvoir agir, c'est-à-dire pour pouvoir prendre des décisions d'action ou de programme de santé. Donc, les objectifs d'un indicateur de santé, c'est de décrire, surveiller, comparer et évaluer. Donc, quelles sont les mesures de fréquence? Donc, on distingue les mesures de fréquence généralistes et les mesures de fréquence propres à l'épidémiologie. Avec les mesures de fréquence généralistes, donc, les rapports. Donc, un premier rapport qu'on doit connaître, c'est le ratio. Donc, le ratio, c'est A sur B. Comme définition, c'est un rapport dans lequel le numérateur et le dénominateur, ils sont premièrement soit hétérogènes, donc de nature différente. Unité est égale celle du numérateur et du dénominateur, comme unité de ce rapport, ou ils sont disjoints, c'est-à-dire le numérateur ne fait pas partie des dénominateurs, donc pas d'unité. Donc, dans ce cas, on appelle aussi un indice, donc un indice comme l'indice de masse corporelle ou l'indice lit population. Donc, les caractéristiques du ratio, c'est une mesure qui est statique, c'est-à-dire elle n'est pas dynamique, définie à un instant donné pour une période donnée. Comme exemple, le plus communément utilisé, c'est le sexe ratio pour le premier cas, c'est-à-dire où le rapport, le numérateur et le dénominateur sont hétérogènes. Donc, sexe ratio homme sur femme. Par exemple, on peut dire qu'il y a 2 fois plus d'hommes que de femmes dans ce groupe. Comme deuxième exemple pour le cas d'un indice où le numérateur et le dénominateur sont disjoints. Donc, par exemple, à l'hôpital pédiatrique, on a 1000 enfants pour 10 infirmières, soit 1000 sur 10 est égal à 100 enfants par infirmière. C'est un indice. Deuxième, à la proportion, c'est égal à A sur A plus B. Donc, le numérateur, il est inclus dans le dénominateur. Donc, c'est le nombre de personnes présentant une caractéristique A rapporté au nombre total de personnes de la population à laquelle elle appartient. Donc, A plus B. Le numérateur, comme on a dit, est inclus dans le dénominateur. La proportion est sans unité, elle est en général un pourcentage. Les caractéristiques, donc, c'est aussi une mesure statique. Il définit un instant donné pour une période donnée. Donc, application pour définir le sexe, catégorie sociale, exposition à un facteur de risque. Donc, comme exemple, le pourcentage des personnes, par exemple, on peut dire que le pourcentage des personnes supérieures ou égales à 70 ans dans une population, c'est une
proportion. Donc, le numérateur est toujours inclus dans le dénominateur. Pourcentage de fumeurs dans la population. Donc, aussi, les mesures de fréquence, on passe maintenant au troisième mesure, c'est le taux, c'est la variation de A sur une variation de B. Donc, la variation des numérateurs sur la variation des dénominateurs. Comme définition, c'est le rapport entre le nombre de personnes concernées par la survenue d'un événement donné pendant une période de temps et la population moyenne présente pendant cette période au sein de laquelle cet événement a été observé. Trois types de taux. Donc, un taux, on peut voir un taux qui est brut, taux spécifique et des taux qu'on appelle standardisés. Les caractéristiques, donc, contrairement à la proportion et à l'indice ou au ratio, donc c'est une mesure qui est dynamique. Elle rend compte des variations au cours du temps. Donc, elle mesure la vitesse de variation de l'élément de santé. Comme application, on peut l'appliquer aux naissances, décès, comparaison de caractéristiques de population, de taille. Les mesures de fréquence propres à l'épidémiologie, donc, ce sont les indicateurs de l'état de santé. On distingue trois types d'indicateurs. Donc, en premier, donc, les indicateurs d'exposition, les mesures de la morbidité et les mesures de la mortalité. Les indicateurs d'exposition, donc, ce sont les facteurs de risque individuels qui sont soit des facteurs qui sont intrinsèques, c'est-à-dire internes, donc propres à l'individu, donc comme l'âge, le sexe, les caractéristiques génétiques, ou soit ils sont des facteurs extrinsèques, c'est-à-dire comportements, par exemple les comportements, tabac, alimentation, les habitudes alimentaires, l'activité physique, l'environnement physique, chimique, pollution atmosphérique, biologique comme l'eau, sociale. Donc, après les mesures d'exposition, les mesures de la morbidité. Donc, mesures de la morbidité sont les mesures premières. Mesure, c'est la prévalence. Donc, par définition, la prévalence, c'est la mesure de la proportion P de malades M présentes dans la population N à un instant donné ou durant un intervalle de temps donné. Donc, la prévalence est égale à le nombre de malades sur la population. Elle inclut les anciens et les nouveaux malades. Elle dépend de la durée de la maladie et de la vitesse d'apparition des nouveaux cas. Le dénominateur, c'est-à-dire N, la population, et l'ensemble de la population susceptible ou non. Ce n'est pas une mesure de risque. La prévalence toujours, donc ratio, on peut voir le ratio de prévalence. Le ratio de prévalence, c'est le rapport de la proportion des personnes atteintes de la maladie sans exposition sur la proportion de celles avec l'exposition. Donc, le rapport de la prévalence, on l'utilise dans quelques études comme les études de cohortes exposées ou non exposées. Donc, dans le tableau, la proportion des personnes ayant la maladie est calculée dans le groupe avec l'exposition et séparément dans le groupe sans l'exposition. Donc, on va voir que A sur A plus B, donc et la prévalence de la maladie chez les personnes qui sont exposées, et C sur C plus D est la prévalence de la maladie chez les personnes non exposées. Donc, le ratio de prévalence est égal à A sur A plus B. Donc, c'est la prévalence des malades chez les personnes exposées sur la prévalence des malades chez les personnes non exposées. Toujours dans la prévalence, on va voir un premier exemple. Donc, comme question, soit 10 personnes suivies par un centre de dépistage du VIH/SIDA au cours du mois de juillet. Combien de cas séropositifs ont été pris en charge au 1er juillet et au 1er août? Donc, selon le schéma, on voit que au 1er juillet, on a 6 cas qui sont pris en charge et au 1er août, on a 8 cas qui sont pris en charge.
Donc, la prévalence au 1er juillet est égale à P. Donc, P, c'est la prévalence, est égale à 6 sur 10, c'est 60%. On a dit que la prévalence est peut-être un pourcentage. Donc, la prévalence au 1er août, c'est P est égal à 8 sur 10, donc 80%. Un exemple simple pour comprendre la notion de prévalence. Donc, le nombre de malades sur la population. Exemple donc, de prévalence, enquête de prévalence des infections nosocomiales en 2012. Donc, soit une enquête transversale incluant 552 patients dans un centre hospitalo-universitaire, donc comme c'est montré dans ce tableau. Donc, on a le type de séjour au niveau de la gériatrie, la chirurgie, la médecine, la psychiatrie et la réanimation. Le nombre de patients par type de séjour et le nombre d'infections qui sont enregistrées. Donc, la prévalence calculée, donc pour la gériatrie, donc zéro infection, donc zéro prévalence. La chirurgie, 19 infections, donc 19 sur 190, c'est 10%. Donc, la médecine aussi 15 sur 225. Donc, ainsi de suite, on calcule la prévalence. Pour l'ensemble, c'est le nombre total des cas, c'est-à-dire 47 infections sur 552, ce qui nous donne 8,5% pour la prévalence dans cet outil. Donc, la prévalence des infections acquises selon le type de séjour est égale à N infections acquises sur N patients, donc fois 100, c'est ce qui nous donne le total, les chiffres qu'on a calculés dans le tableau. On va voir les facteurs qui influent sur la prévalence pour clôturer cet indicateur de prévalence. Donc, c'est une question qui ressort le plus souvent dans des QCM, donc les facteurs qui peuvent augmenter ou diminuer la prévalence. Donc, les facteurs qui augmentent la prévalence, donc en premier lieu, la durée longue de la maladie. Donc, quand on a une maladie qui a une durée longue, donc et ça augmente la prévalence. Augmentation du nombre de cas nouveaux, c'est-à-dire augmentation de l'incidence. On va voir après ce que l'incidence. Immigration des cas et de sujets sensibles. Donc, immigration, c'est-à-dire entrer dans le groupe, c'est-à-dire au contraire, on va voir l'immigration avec eux, l'immigration du sujet bien important, c'est-à-dire la sortie du groupe. Donc, c'est un piège qui est très souvent utilisé au niveau des QCM, c'est-à-dire les mots qui sont opposés, donc immigration et immigration. Donc, survie plus longue même en l'absence de traitement, donc ça donne une augmentation de la prévalence et le progrès des moyens de diagnostic, c'est-à-dire plus de notification des cas. Donc ça, tous ces facteurs, ils influent par l'augmentation de la prévalence. Donc à l'opposé, quand la prévalence diminue, il diminue avec une durée plus courte de la maladie. Donc, il diminue avec un taux de létalité qui est élevé, c'est-à-dire il y a plus de décès. Diminue avec la diminution du nombre de nouveaux cas, c'est-à-dire la diminution de l'incidence. Il diminue avec l'immigration des sujets bien importants, c'est-à-dire avec l'entrée dans le groupe de sujets qui sont bien importants, avec l'immigration de cas, c'est-à-dire les cas, ils sortent de l'eau, et l'amélioration des taux de guérison. Donc, on continue avec les mesures de la morbidité. On passe maintenant au deuxième indicateur qui est l'incidence. Donc, par définition, c'est le taux d'apparition des maladies qui est égal au nombre de nouveaux cas, donc sur le groupe à risque pendant une période de temps. C'est un taux, donc il est rapporté à une période de temps.
Si les durées de susceptibilité diffèrent, la taille de la population à risque est mesurée en personnes temps. C'est quoi les personnes temps? Donc, personnes temps, c'est la somme des durées individuelles de participation. Donc, la durée individuelle, chaque individu participe pendant une période de temps à une enquête. Donc, la somme des durées individuelles, c'est le personne temps. Donc, exemple, dans une surveillance continue portant sur les infections acquises au cours d'une hospitalisation, donc 16 malades sur 256 ont été atteints au cours du séjour, dont 2 à 2 reprises, soit donc au total, soit 18 infections. Donc, l'incidence cumulée, c'est quoi l'incidence cumulée? Donc, c'est le nombre M de nouveaux cas apparus dans une population donnée au cours d'une période donnée, donc entre deux temps, donc de T1 à T2, rapporté au nombre de personnes susceptibles d'être atteintes au sein de la population, c'est-à-dire non malades au début de la période. Donc, si la population n'est pas constante au cours du temps, on utilise son effectif moyen en dénominateur. Donc, l'effectif moyen, c'est l'effectif au temps T1 plus l'effectif au T2 sur 2. Donc, l'incidence cumulée sera donc M est égal à P1 plus P2 sur 2. Application, donc elle représente la probabilité pour les non-malades de développer la maladie dans un délai donné. Elle est comprise entre 0 et 1, souvent ramenée à 100 personnes. La densité d'incidence. Qu'est-ce que la densité d'incidence? Donc, c'est le nombre de nouveaux cas de malades apparus pendant une période donnée sur la somme totale des patients années d'observation. Donc, exemple, soit 10 patients suivis pendant 3 ans, donc comme c'est indiqué dans ce graphique, donc le graphique de suivi de 10 personnes d'un temps T0 à 3 années. Pour cet exemple, donc 4 nouveaux cas, donc 4 malades. Donc la somme des patients années, donc pour cet exemple, on a pris que 2 malades ont été suivis pendant 3 ans, 2 autres ont été suivis pendant 2 ans et 6 autres ont été suivis pendant une année, c'est-à-dire 16 patients années. La densité d'incidence est donc de 4 cas sur 16 patients années est égale à 0,25 par personne année, c'est-à-dire 25% par personne année. C'est la densité de l'incidence. Le dénominateur est la somme du temps d'observation de chaque individu non touché par la maladie, c'est-à-dire 16. Donc 3 plus 1 plus 2 plus 2 plus 2, donc c'est 16. On passe maintenant à un autre indicateur de morbidité qui est le taux d'attaque. Donc, c'est quoi le taux d'attaque? C'est une incidence. Donc, définition, c'est un taux d'incidence cumulé dont l'usage est réservé aux affections pour lesquelles l'exposition au facteur causal est très limitée dans le temps, quelques jours ou semaines. Il est calculé pour une période très courte. Donc, le taux d'attaque, on l'utilise surtout dans les périodes d'épidémie. Donc, elle est utilisée pour les épidémies ou les... Donc, les mesures de fréquence propres à l'épidémiologie. Donc, il y a un rapport entre l'incidence et la prévalence. Donc, on peut établir un rapport si l'incidence est faible. Donc, P est égal à I fois D, c'est-à-dire la prévalence est égale à l'incidence fois la durée, ou P, c'est la prévalence, I, c'est l'incidence, et D, c'est la durée moyenne de la maladie. Ça, comme montre le schéma, ça, c'est avec des conditions, donc il n'est pas valable que pour une maladie qui est rare en état stable, c'est-à-dire que l'incidence et la durée de la maladie doivent être constantes au cours du temps. Elle n'est pas valable si la maladie est fréquente, c'est-à-dire une prévalence qui est supérieure à 5%, et n'est pas valable si la maladie est instable, c'est-à-dire un taux d'incidence et une distribution de la durée qui sont inconstantes.
On passe maintenant aux mesures de la mortalité. Donc, on a vu les mesures de la morbidité avec l'incidence et la prévalence. Maintenant, on va voir les mesures de la mortalité. Donc, les mesures de la mortalité, c'est quoi le taux de mortalité? Donc, on commence par le taux brut de mortalité, qui est le rapport du nombre de décès de l'année à la population totale moyenne de l'année. C'est un rapport qui est un taux qui est brut. On l'a appelé brut, donc c'est le nombre total de décès de l'année rapporté à la population totale moyenne de l'année. Plus généralement, c'est le nombre de décès par personne temps à risque de décéder. Cela concerne toutes les classes d'âge et les causes, toutes les causes confondues. Donc, c'est un taux. Donc, le taux de mortalité, les taux standardisés de mortalité, donc ils servent à comparer globalement la mortalité dans des populations qui sont différentes. On ne peut pas utiliser le taux brut de mortalité car il ne tient pas compte des différences de structure d'âge de ces populations. Donc, on a deux populations qui ont des structures d'âge qui sont différentes. Donc, dans ce cas, on ne peut pas comparer le taux de mortalité en utilisant le taux brut. Il faut rapporter aux structures d'âge de chaque population. Donc, par exemple, le taux de mortalité d'une population, il peut être ajusté en fonction d'une distribution standard par âge. Elle est calculée comme une moyenne pondérée des taux de mortalité par âge d'une population donnée. Les coefficients de pondération, c'est-à-dire de correction, donc on pondère, c'est-à-dire on corrige, correspondant à la distribution par âge de la population considérée. La standardisation par âge est la plus usuelle, c'est-à-dire la plus utilisée, mais on peut également standardiser par rapport à d'autres variables comme le sexe, donc on peut standardiser par sexe féminin, masculin, les catégories socio-professionnelles, etc. Donc, il faut retenir qu'un taux standardisé de mortalité il sert à comparer la mortalité dans deux populations qui ont des caractéristiques différentes de mortalité. On passe maintenant spécifique. Donc, les taux spécifiques, c'est quoi les taux spécifiques? Donc, la mortalité elle peut également être étudiée en fonction de différentes variables, c'est-à-dire les taux de mortalité calculés par sexe, par âge, par catégorie socio-professionnelle sont appelés des taux qui sont spécifiques. Ces taux ils permettent une de meilleures comparaisons. Donc, on passe maintenant au taux de létalité. Létalité, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, le taux de létalité est le nombre de décès par nombre de nouveaux cas pour une maladie. Donc, la létalité, c'est la mortalité qui est spécifique à une maladie. Donc, il est toujours rapporté à une durée d'observation. Ce taux mesure le risque de décéder pour les malades. Le taux de létalité peut être un taux brut ou spécifique, c'est-à-dire il peut être un taux pour la maladie ou il peut être spécifique par âge ou par sexe ou par catégorie socio-professionnelle, etc., etc. Donc, comme exemple, donc 60 cas d'une maladie et 12 décès survenus après un an. Le taux de létalité de la maladie à un an est donc de 12 sur 100, c'est-à-dire 12%. Donc, la létalité de cette maladie est de 12%. Donc, l'espérance de vie qui est aussi une mesure un indicateur de mortalité. Donc, l'espérance de vie à la naissance, c'est la moyenne des âges au décès d'une génération. Donc, on peut la calculer pour chaque âge, d'accord? Espérance de vie sans incapacité, c'est l'espérance de vie en l'absence d'incapacité du fait d'une infection relativement grave. Et enfin, on a les années potentielles de vie perdues, c'est-à-dire APVP, c'est-à-dire c'est le nombre d'années qu'un sujet décédé avant l'espérance de vie du moment n'a pas vécu, c'est-à-dire il la renseigne sur ce qu'on appelle la mortalité prématurée ou la mortalité par des causes qui sont évitables. Donc, c'est le nombre d'années qu'un sujet décédé avant l'espérance de vie normale du moment n'a pas vécu. C'est le nombre d'années qui ne sont pas vécues par ce sujet. Donc, c'est le nombre d'années perdues, de vie perdue. Enfin, les mesures de fréquence propres
à l'épidémiologie, donc à retenir. Donc, une mesure d'état de santé de la population à un moment donné, c'est la prévalence. Une mesure de vie, donc la prévalence, c'est une étude qui est transversale, donc on compare à une photographie instantanée du moment. Donc, une mesure de vitesse épidémique ou de survenue de la maladie, c'est le taux d'incidence. Deux mesures de risque qui sont l'incidence cumulée et la létalité. Les études descriptives, donc mesures de l'état de santé, donc on va voir deux petits exercices, donc des exercices simples pour clôturer ce cours. Donc associer les définitions avec les termes qui conviennent. Donc le taux d'attaque, la prévalence et le taux de létalité et la densité d'incidence. Donc ce sont les termes et en face, il y a des définitions. Donc, il s'agit de nombre de nouveaux cas de malades apparus pendant une période donnée sur la somme totale des patients années d'observation. Donc, ça doit correspondre à la densité d'incidence. Donc, le nombre de décès par nombre de nouveaux cas pour une maladie, donc nombre de décès par nombre de nouveaux cas pour une maladie, ça doit correspondre au taux de létalité. Donc, le taux dont l'usage est réservé aux affections pour lesquelles l'exposition au facteur causal est très limitée dans le temps. Donc, c'est le taux d'attaque. Et la proportion de malades présents dans la population à un instant donné ou durant un intervalle de temps donné. Donc, c'est quoi? C'est la prévalence. Donc, c'est ça. Donc, le taux d'attaque, la prévalence, le taux de létalité et enfin la densité d'incidence qui est le nombre de nouveaux cas de malades apparus pendant une période donnée sur la totale des patients années d'observation. Donc, un deuxième exercice dans le même sens. Donc, il s'agit de compléter le tableau suivant. Donc, il s'agit de définir les mesures de la morbidité et les mesures de la mortalité parmi ces quatre termes. Donc, le taux d'incidence, le taux de létalité, la prévalence et l'espérance de vie. Donc, selon vous, le taux d'incidence, c'est quoi? C'est une mesure de morbidité ou de mortalité. Donc, inutile de donc, je pense que vous avez retenu. Donc, c'est une mesure de morbidité. La prévalence aussi, c'est une mesure de morbidité. Le taux de létalité, c'est une mesure de mortalité. Et l'espérance de vie, comme on a dit, c'est une mesure de mortalité. Donc, le tableau, donc les mesures de morbidité, c'est l'incidence et la prévalence. Les mesures de mortalité, c'est la létalité et l'espérance de vie. Pour cet exercice. On termine enfin dans les mesures de l'état de santé par les principales sources de données pour les différents indicateurs. Donc, les études épidémiologiques descriptives, elles reposent en partie sur des données qui sont permanentes et accessibles comme les données de la mortalité ou de la morbidité. Mais pour répondre à une question précise qui ne peut pas être traitée grâce aux données de routine, des enquêtes ad hoc peuvent être menées. Donc, quelles sont les principales sources de données? Les enregistrements permanents comme l'état civil, c'est-à-dire le registre des naissances, des décès, mariages, les divorces, les certificats de décès, le registre de morbidité comme le registre de cancer, les déclarations obligatoires des maladies transmissibles, les réseaux sentinelles de médecins, de laboratoires, etc. Deuxième source de données, donc les données périodiques comme les statistiques démographiques et socio-économiques, l'exemple du recensement général de la population, etc. Donc les statistiques des organismes de soins et les organismes de protection sociale. Les enquêtes adéquates, ces enquêtes sont mises en place en l'absence de données existantes sur une problématique donnée ou dans le cas de thématiques qui sont spécifiques. Elles sont entreprises afin de répondre à des questions sur un problème de santé publique. Les données ainsi collectées peuvent permettre de répondre à plusieurs questions plus spécifiques.
Donc, ce sont des enquêtes transversales de prévalence ou des enquêtes d'incidence dans le cadre de la surveillance des maladies. On va terminer avec les mesures de l'état de santé. On a vu les différents indicateurs qui sont spécifiques à l'épidémiologie. Donc, les indicateurs de mortalité, donc les indicateurs de mortalité et les indicateurs de morbidité. Donc, sur ce, je vous remercie pour votre patience, donc pour votre attention pour ce cours. Et je vous retrouve très prochainement avec un quiz ou un QCM sur les différentes parties de l'épidémiologie qu'on vient de traiter, surtout les études épidémiologiques et les mesures de l'état de santé. Je vous remercie.